tropiques, il se trouve que nous avons quelques parcs nationaux tropicaux où effectivement on fait on va dire, de la culture dans la forêt. Oui, c'est ça. Du coup, donc, je travaille à l'Agence française pour la biodiversité et j'anime notamment le groupe de travail agriculture des parcs nationaux. Et du coup, voilà, c'est dans ce cadre-là que je vais essayer de vous présenter un peu les systèmes agroforestiers qu'on retrouve dans ces territoires et quelques exemples d'actions menées par les parcs, ou au moins sur ces territoires-là, avec les parcs comme partenaires. Donc juste oui, avant de commencer, peut-être le réseau des parcs nationaux. Donc c'est 10 parcs nationaux, dont 3 situés outre-mer, en Guadeloupe, à La Réunion et en Guyane. Donc ces parcs nationaux, on retrouve une grande diversité, une grande variété d'écosystèmes, qu'ils soient terrestres ou marins, et notamment des forêts tropicales, avec la forêt amazonienne dans le parc de Guyane, et puis des forêts sur les volcans des Caraïbes et des Mascareignes pour la Guadeloupe et la Réunion. L'agroforesterie dans ces territoires-là, nous, au niveau des parcs nationaux, on a défini ça comme toute pratique agricole qui associe l'arboriculture dans des parcelles de production et qui s'inspire en termes agronomiques du modèle de la forêt. Donc on retrouve une grande diversité de systèmes de culture, comme on l'a vu un petit peu ce matin. Donc il y a des cultures en sous-bois, notamment à la Guadeloupe et à La Réunion, avec de la vanille ou du café, du cacao. On retrouve aussi les jardins créoles autour des habitations, les systèmes d'abatis-brûlis en Guyane, qui associent, alors j'y reviendrai plus tard en fin de présentation, mais qui associent sur une parcelle différentes variétés au sein de la forêt, différentes variétés notamment maraîchères. Et puis, bon, c'est peut-être plus anecdotique, je ne sais pas s'il faut le mettre dans le terme d'agroforesterie, mais on a aussi beaucoup de production de miel de forêt à partir avec des espèces indigènes mellifères dans les forêts de la Réunion ou de la Guadeloupe notamment. Alors ces systèmes-là, il y a de forts enjeux à la fois économiques et sociaux. C'est des cultures qui sont patrimoniales et qui sont traditionnelles de ces territoires, avec des savoirs et des savoir-faire qui sont associés et qui jouent aussi, notamment en Guyane, un fort rôle dans l'autonomie alimentaire des populations et un rôle dans l'économie locale. Et puis il y a effectivement un enjeu environnemental. C'est des productions qui sont peu consommatrices en intrants et qui participent à la préservation du patrimoine naturel. Et puis c'est pour les parcs nationaux de la Guyane et de la Guadeloupe et de la Réunion, ces cultures elles sont souvent situées à proximité des cœurs de parcs nationaux et du coup il y a un rôle majeur dans la gestion des lisières. J'illustrerai tout à l'heure avec un exemple à la Réunion. Et vous parlez de savoir, il y a le problème de la perte des savoirs ici dès qu'on parle de bocage et d'agroforesterie qu'on doit retrouver, recouvrer. C'est pas le cas du tout dans les les régions tropicales. Le savoir n'a pas été perdu. Il y a une continuité historique. Il y a notamment en Guyane, on pourra illustrer à la fin avec l'abatis-brûlis, c'est vrai qu'il y a encore un lieu fort de transmission de la culture et des savoir-faire qu'il est important effectivement de conserver aussi. C'est pour ça aussi que le parc soutient ce type d'agriculture et la transmission de ce savoir-faire. Voilà, donc les parcs nationaux, c'est vrai que sur les territoires, notamment en Guadeloupe et à La Réunion, il y a un certain nombre d'acteurs agricoles qui soutiennent les filières type canne à sucre, ananas. Et donc les parcs nationaux sont plutôt positionnés sur des filières plus de niche ou des cultures, sur des cultures plus anecdotiques peut-être en termes de surface, mais avec un fort intérêt en termes d'ancrage territorial et qui sont porteuses aussi de pratiques en phase avec la préservation de l'environnement et notamment ces cultures agroforestières. Donc les parcs, ils interviennent dans différents domaines. Sur le volet amélioration des connaissances et suivi des systèmes agroforestiers, sur l'appui à l'innovation ou à l'expérimentation, mais également sur le volet plutôt formation, communication, sensibilisation auprès des agriculteurs, auprès du grand public, et aussi essayer de valoriser ces pratiques et les produits qui en découlent. Les parcs, ils interviennent soit en tant que pilotes des fois de certaines actions, soit comme partenaires, et puis ils peuvent avoir un rôle d'animateur, d'expérimentateur ou de coordinateur, on va dire, un peu d'action. Donc là, je vais essayer d'illustrer rapidement 4 actions qui présentent un peu différents cas de figure dans ces parcs nationaux. Alors la première action, ça c'est une action collective donc qui regroupe les 3 parcs nationaux pour valoriser les produits et les services qui sont mis en œuvre dans les parcs nationaux. Les parcs ont mis en place une marque collective qui s'appelle Esprit Parc National et qui a notamment été déclinée pour les produits issus de cultures agroforestières tropicales. Donc ce projet de marque est inscrit dans la loi de 2006 qui a réformé les parcs nationaux. Et donc elle a été co-construite par le réseau des parcs nationaux avec pour ambition d'avoir un outil de développement économique des territoires qui soit porteur aussi des valeurs des parcs nationaux
Et c'est une marque collective, c'est-à-dire qu'elle est exploitée par les acteurs économiques dès lors qu'ils respectent des cahiers des charges qui sont établis par le réseau des parcs nationaux. Donc cette marque, elle met en valeur des produits et des services qui sont imaginés et créés par des hommes et des femmes des territoires qui s'engagent dans la préservation et la promotion des territoires des parcs nationaux. Donc elle a été déposée à l'INPI et donc un règlement d'usage générique qui cadre les grands principes, on va dire, de la marque, et puis des règlements d'usage catégoriels pour chaque grande catégorie de produits et de services. Et donc on a notamment un règlement d'usage pour les produits issus de cultures agroforestières pour les parcs d'outre-mer. Donc, donc il y a une gouvernance, on va dire, qui est partagée au niveau national avec des groupes de travail thématiques qui rédigent les cahiers des charges et un comité de gestion de la marque qui associe les 10 parcs. Et ensuite, la mise en œuvre, elle est réalisée dans chacun des territoires par le parc. Je ne vois pas quel produit vous avez vendu là en bas à droite. Là, en fait, c'est des produits et services. Donc là, c'est des sorties de découvertes. Mais on n'est pas sous les tropiques, là. Là, non. Bon. Je pensais connaître un peu les territoires, mais je m'inquiétais. Et donc voilà, on y arrive pour les produits agroforestiers. Donc l'objectif, c'était pour les parcs, c'est de valoriser donc ces productions agricoles traditionnelles, de faire aussi bénéficier les entreprises de la notoriété des parcs et de créer ensuite un réseau de bénéficiaires de la marque qui pourrait être aussi accompagné dans des actions de formation, de promotion, de communication. Enfin, tout ça reste à construire. Donc le règlement d'usage catégoriel pour les produits agroforestiers a été validé fin 2014. Il comprend 20 critères, 13 obligatoires et 7 facultatifs. À titre d'exemple, je vous en ai mis quelques-uns. Ce qu'il faut retenir, donc il y a forcément un lien fort au territoire. Donc il faut que 70% de la surface soit située dans le parc national. Ensuite, on a des critères qui portent plus sur la valorisation et la protection des ressources, notamment sur la non-utilisation de produits phytosanitaires de synthèse, la non-utilisation d'engrais chimiques de synthèse, la fertilisation qui doit être fractionnée et maîtrisée, un système qui doit permettre le renouvellement de la diversité végétale qui est associée aux cultures. Il y a des critères plutôt sur la démarche éco-responsable ou sur la participation à la vie du territoire et à sa promotion. Donc à l'heure actuelle, ce règlement il est déployé dans 2 parcs, à La Réunion et en Guadeloupe. Et à l'heure actuelle, donc, au bout d'un an, on a une douzaine de bénéficiaires de la marque dans ces territoires sur des produits, sur 3 types de produits, vanille, café et cacao. Donc voilà, c'est en phase de démarrage, mais voilà, on espère que ça va se développer notamment pour ces produits agroforestiers. Alors ensuite, un projet là qui est plus sur l'aspect connaissance et expérimentation, c'est un projet en phase d'émergence à la Guadeloupe. Donc un projet valable qui s'appelle Valable pour valorisation écosystémique intégrée de l'agrobiodiversité en forêt de Guadeloupe. Et ben. Alors juste en termes de juste un petit mot de contexte peut-être. Donc en Guadeloupe, l'optimum écologique, donc c'est la forêt pour le territoire du parc. Et donc il considère que la mise en valeur agricole, elle nécessite de prendre en compte la forêt et les dynamiques forestières. Historiquement, il y avait 2 types de mise en culture, l'abattis brûlis pour les forêts sèches et l'aménagement en sous-bois pour les forêts moyennement humides et humides, dans lesquelles on cultivait essentiellement des cultures de rente, café, cacao et vanille. Donc c'est un système qui est hérité des pratiques des Amérindiens et qui consistait en des coupes d'éclaircies et ensuite la mise en place de cultures. Et finalement, ce système historique, il a contribué à la qualité des milieux forestiers qui sont aujourd'hui classés cœur de parc. Donc le parc, il souhaite quand même continuer à encourager ce type de pratiques et à essayer de les accompagner au mieux. Donc ce projet, la Valable, c'est un projet qui est à l'initiative des professionnels de la vanille, de la filière, donc du syndicat de professionnels de la Guadeloupe. Et l'objectif, c'est de répondre à la question quel système de mise en valeur agricole de la forêt permettrait de vivre décemment de l'activité sans compromettre la capacité de la forêt à se régénérer et assurer ses fonctionnalités. L'idée, c'est de voir, à l'heure actuelle, un producteur de vanille, il ne peut pas vivre de sa seule production de vanille. Donc c'est voir sous couvert forestier, finalement, quel type de production on pourrait développer. Donc que ce soit d'autres filières végétales ou peut-être du petit élevage sous couvert forestier ou des activités d'agrotourisme, par exemple, pour diversifier les revenus. Donc ce projet, il est vraiment en phase d'émergence. Là, il va y avoir une année, on va dire, plutôt de construction de la méthodologie. Et derrière, l'idée du projet sur 3 ans, c'est de pouvoir faire des expérimentations et quantifier ces projets-là en termes agronomiques, écologiques, technico-économiques.
Donc, il y a un fort partenariat donc, entre le syndicat de producteurs de vanille, l'INRA et le parc national de Guadeloupe. Et le projet devrait faire l'objet de financement de l'Europe, de l'État et de la région Guadeloupe. Le second projet, donc c'est un projet, troisième, projet écotone du Parc national de la Réunion. Donc là, c'est aussi un projet expérimental, là plutôt sur le sylvopastoralisme. Donc c'est une démarche là aussi initiée par la filière agricole et notamment la filière élevage. L'objectif, en fait, c'est de montrer, ce qui est loin d'être évident, notamment à La Réunion, démontrer que le sylvopastoralisme, c'est une chance à la fois pour l'élevage et pour la biodiversité, à la fois parce que ça permettrait d'augmenter les surfaces fourragères, et également parce que ça permettrait de lutter contre les espèces exotiques envahissantes, qui sont un enjeu très important sur ces territoires, et puis de rapprocher les naturalistes et les éleveurs pour partager un certain nombre d'enjeux. Donc ce projet expérimental sur 5 ans, il associe donc le syndicat d'élevage, le parc de la Réunion, le conservatoire des espaces naturels et les collectivités locales sur place. Et donc en fait, le site pilote, c'est un espace en friche de 70 hectares qui est situé entre une forêt de bois de couleur des hauts en amont et une prairie en aval. Et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une zone de transition qui sont une sorte de continuum entre la prairie et la forêt. Donc, dans un premier temps, il va y avoir des études naturalistes et une étude sur les besoins en matière d'élevage pour essayer de bien cibler les travaux. Ensuite, il y a un défrichement qui est prévu avec une lutte contre les espèces exotiques envahissantes qui sont actuellement dans cet espace en friche. Et l'idée, après, derrière, c'est de pouvoir implanter des espèces indigènes qui sont issues d'une pépinière qui sont en cours merci, de pousse, merci, au sein d'une pépinière. Et derrière, voilà, essayer de rédiger le plan d'aménagement sylvopastoral et d'expérimenter un certain nombre de pratiques qui seraient adaptées à la gestion de ces lisières. Donc ça, c'est un enjeu assez fort à La Réunion et qui pourrait être reproduit sur d'autres sites pilotes. Et enfin, le dernier projet, c'est un projet là pour la communication, qui est porté par le parc amazonien de Guyane, donc qui a réalisé un web documentaire sur l'Abati-Brûlis. Donc l'Abati-Brûlis, c'est un système traditionnel itinérant. En fait, il y a une parcelle de 1 ou 2 hectares qui est défrichée. Les bois, une fois secs, sont brûlés sur place. Et ensuite, il y a un système des cultures qui sont installées pendant 1 à 2 ans, ou 3 ans, ça dépend un peu les systèmes. Et ça joue un rôle. Et donc ensuite la parcelle est laissée à l'abandon et la forêt reprend le dessus pendant un cycle de plusieurs dizaines d'années. Et donc ce système d'Abati-Brûlis, il a vraiment un rôle fort dans l'autonomie alimentaire des populations, dans les savoirs et les savoir-faire, comme on le disait tout à l'heure, et également un enjeu environnemental de gestion de l'aménagement des espaces et des ressources. Donc le parc amazonien de Guyane s'est investi assez fortement lors de sa création pour suivre ces systèmes et pour faire connaître leurs valeurs à la fois agronomiques et écologiques. Et donc ça s'est notamment concrétisé par la production d'un film sur la voie de l'Abati. Et du coup, pour illustrer ça et puis finir ma présentation, je voulais juste vous présenter l'introduction de ce film, sachant qu'après, il y a un certain nombre d'interviews d'agriculteurs et également des interviews du président du conseil scientifique qui met en avant la valeur agroécologique de ce système. En Guyane, la terre est fréquemment cultivée selon une méthode ancestrale, celle de l'Abati-Brûlis. Cette agriculture écologique s'effectue sur de petites parcelles de forêt. Les arbres sont coupés, puis brûlés. Le feu éloigne les ravageurs susceptibles d'attaquer les plantations et les cendres nourrissent le sol. La terre est ensuite cultivée pendant 2 à 3 ans, puis la nature reprend ses droits. Contrairement aux idées reçues, ces défrichages temporaires bénéficient à la forêt, car après l'abandon de la parcelle, la nature se régénère et la biodiversité s'enrichit. Le web documentaire La Voix de l'Abati offre un aperçu de cette pratique millénaire en donnant la parole à celles et à ceux qui continuent à faire vivre cette agriculture itinérante sur le Haut-Maroni, dans le parc amazonien de Guyane.
Madame. Donc Cécile Payen, région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était une question pour Marie Thomas concernant la marque EPN. Donc une fois que vous avez mis en place le cahier des charges, la démarche de labellisation et du contrôle dans la durée du respect des critères de labellisation. Oui, donc donc les cahiers des charges sont communs pour chacun des parcs nationaux. Ensuite, c'est chaque parc qui fait l'audit initial d'attribution de la marque sur la base du règlement d'usage catégoriel. Donc il y a un audit à l'attribution, il y a un audit qui est prévu pour le renouvellement. Et on est en train de réfléchir, c'est pas encore complètement calé mais il va y avoir des contrôles intermédiaires de fait, peut-être par le niveau national, mais ça c'est en cours de construction. En fait, la marque elle a été lancée en juillet 2015, donc pour l'instant, voilà, il faut qu'on réfléchisse au contrôle intermédiaire. Pour l'instant, c'est un audit initial, un audit au renouvellement. Vous êtes inspiré des... fait par donc c'est le parc national qui a la charge de cet audit. Soit il le réalise lui-même, soit il peut le sous-traiter s'il le souhaite. Vous êtes inspiré de la même démarche que celles qu'ont les parcs régionaux? Il y a des labels parcs régionaux un peu partout. Oui, tout à fait. Ouais. Ma connaissance, la marque des parcs naturels régionaux justement vient d'évoluer. On est dans les mêmes objectifs. Jusqu'à présent, les parcs naturels régionaux avaient des cahiers des charges qui différaient en fonction des territoires. Ils ont aussi la volonté de les unifier. C'est dans le même objectif, effectivement. Et vous avez une idée de si ça marche ou pas? Est-ce que ça attire le client? Pour l'instant, c'est qu'on manque un peu de recul. Moi, je sais que j'ai rencontré des apiculteurs récemment. Donc, ils ont la marque depuis 1 an, donc c'est assez court. Mais il y en a qui ont eu des conséquences positives en termes économiques. Apparemment, ils vendent plus cher leur pot de miel. Et il y en a d'autres qui ont maintenant des relations différentes avec leurs clients, qui viennent avec des questions différentes. Et du coup, ils trouvent les échanges riches, parce que du coup, voilà, ils les interrogent sur leurs pratiques, sur des échanges qu'ils n'avaient pas forcément avant. Donc ça, c'est les premiers retours que j'ai eus concrets. Mesdames, Messieurs, oui. Oui, juste une question, toujours pareil, Outre-mer, Jean-Michel Escurin, enseignant, mais de contrées très froides de l'Est de la France. Vous avez pris pas mal d'exemples sur des systèmes agroforestiers, mais pas trop sur les jardins créoles, enfin sur les jardins forestiers au sens large. Alors que, est-ce qu'il y a des actions menées? Parce que c'est quand même quelque chose, j'ai l'impression, en métropole, autour du jardin forestier, de la permaculture, etc., qui a largement le vent en poupe. Oui, c'est vrai qu'ils sont notamment très présents en Guadeloupe. Je crois que, à ma connaissance, le parc national n'a pour l'instant pas d'action très concrète là-dessus. Mais par contre, j'en ai discuté récemment avec un des chargés de mission. Et il y a quand même effectivement beaucoup de savoirs qui sont liés au jardin, sur l'association des différentes strates, à la fois en hauteur, mais aussi de strates beaucoup d'associations d'espèces qui sont. Il y a certainement tout un travail à faire là-dessus pour pouvoir prendre en compte finalement tout ce savoir-faire, tous ces savoirs, pouvoir les dupliquer ailleurs. Mais alors c'est vrai, le parc de la Guadeloupe, je pense, c'est celui qui est un petit peu... Comment ? La Réunion aussi, je pense. Oui, je pense. Je connais moins la Réunion, mais une petite île pas très loin, ouais. Avec un avantage, c'est que ancienne colonie française, ils cultivent beaucoup dans ces jardins réunionnais, mahorais, etc. Ils cultivent beaucoup de légumes européens. Donc le transfert serait assez rapide vers les situations de la métropole. Vous dites ça, mais quand vous dites que les savoirs ne se sont pas perdus, je ne suis pas sûr, pour avoir un peu travaillé et vécu en Martinique, les Martiniquais achètent beaucoup de choses importées de France, d'Afrique, des États-Unis, et on oublie parfois de cultiver leur potager alors que tout à peu près pousse. En tout cas, Martinique, cette culture du jardin créole était maintenue finalement loin des touristes au nord-ouest, entre Saint-Pierre et Morne-Rouge, et pour le reste... il y avait un léger étiolement parce que, c'est mon analyse, c'est plus facile d'aller au supermarché que de s'emmerder à cultiver ces plantes.